Alexandrie, la seconde capitale de l'Égypte. C'est Alexandre le Grand qui fonda la ville, plus de 3 siècles avant notre ère, et en fit l'une des plus brillantes métropoles du monde méditerranéen. Palais, temples, thermes, bibliothèques, théâtres, habitations, nécropoles, tout ou presque a aujourd'hui disparu, détruit ou enfoui sous la ville moderne. Mais les travaux menés par des archéologues venus de différents horizons en restituent peu à peu les vestiges. L'équipe franco-égyptienne du Centre d'études alexandrines, sous la direction de Jean-Yves Empereur, mène depuis plus de 10 ans un travail de longue haleine de fouilles de sauvetage, terrestres et sous-marines. Sur le site sous-marin de Pharos, au large du fort de Kedbeh, Mourad El Amouri étudie les cavités et les plans de scellement des blocs provenant du phare d'Alexandrie, détruit définitivement en 1303 par un tremblement de terre. Au XIIe siècle, un voyageur arabe, Al-Idrissi, avait visité Alexandrie et décrit le phare dans un traité de géographie. On y remarque le phare fameux qui n'a pas son pareil au monde sous le rapport de la structure et sous celui de la solidité. Les assises de ces pierres sont scellées les unes contre les autres avec du plomb fondu et les jointures tellement adhérentes que le tout est indissoluble, bien que les flots de la mer du côté du nord frappent continuellement cet édifice. Pour mener à bien l'étude des scellements de plomb, un atelier a été aménagé près du chantier de fouilles de la rue Fouad. Une coopération entre 3 spécialités, archéologie, métallurgie et architecture, s'est alors engagée. L'objectif principal de cette expérimentation, c'est de valider des hypothèses de travail qui avaient été émises à l'étude du matériel métallurgique sorti du site sous-marin. Et donc ça a été de valider principalement des problèmes de traces, des traces qu'on avait repérées, sur lesquelles on avait émis des hypothèses de coulée en plusieurs temps, ou de pose d'agrafe en fer chaud par exemple. Donc des traces à expliquer par le mode opératoire. Tout d'abord, il s'agissait de retrouver les gestes de l'artisan et l'organisation spatiale de l'atelier. Organisation qui est étroitement liée aux gestes même de cet artisan et au travail qu'il doit effectuer. Le deuxième objectif était de récupérer les informations sur les différents déchets que produit ce genre d'activité. Informations sur leur forme, bien sûr, leur type, mais aussi sur leur emplacement même au sein de l'atelier. Le troisième objectif était de réfléchir sur le problème des ratés auxquels on peut être confronté et sur les solutions que l'on peut apporter pour éviter ces ratés. Et le dernier objectif, enfin, était lié aux traces laissées par les pillages qui ont affecté nombre de bâtiments. Les scellements ont souvent été désolidarisés des blocs afin de récupérer le métal, et cela dès l'Antiquité. L'expérimentation sur les scellements architecturaux s'intègre dans un programme plus vaste d'études touchant à différents champs disciplinaires liés aux fouilles subaquatiques immergées au pied du fort de Kedbeh. Le site, d'environ 1,3 hectares, est composé de fragments architecturaux et de statuaires dont certains appartiennent au phare d'Alexandrie, bâti il y a environ 2300 ans. Les éléments architecturaux étudiés sur le site sous-marin sont de tout type. Colonnes, linteaux, chapiteaux, statues, certains pouvant peser jusqu'à 70 tonnes. Dans l'Antiquité, granit, marbre, calcaire ou quartzite étaient couramment utilisés pour la construction des édifices. Et pour les besoins de l'expérimentation, Mourad utilise des blocs de calcaire. Cette pierre tendre sera remplacée par la suite par un matériau plus dur. Les cavités sont creusées par percussion directe. Jadis, les cavités cylindriques étaient creusées à l'aide de forêts en bronze. Le plan utilisé ici est obtenu avec des tuyaux de récupération.
Et par commodité, un récipient en métal remplace le creuset en terre cuite utilisé dans l'Antiquité. Un simple foyer suffit à atteindre la température de fusion du plomb, soit 327 degrés. Les scellements de plomb retrouvés sur le site sous-marin sont tous d'une grande pureté. Pour obtenir cette qualité, le plomb était tout d'abord fondu plusieurs fois en lingots, ce qui permettait d'en éliminer les impuretés. Le filtrage se faisait probablement au moment où l'on versait le plomb liquide, les impuretés étant retenues par une simple pierre ou restant au fond du creuset. L'avantage de l'utilisation du plomb dans les scellements architecturaux est qu'il renforce la cohésion et protège les agrafes de la corrosion. Donc il forme la gangue de plomb qui ne s'oxyde pas, protège l'agrafe en fer qui elle peut s'oxyder à l'intérieur de la cavité. D'un autre côté, c'est un matériau qui se met en place très facilement. Un foyer pour faire fondre du plomb est un petit foyer, donc là il n'y a pas de problème. Et d'autant plus donc le plomb peut permettre une certaine élasticité dans l'assemblage. Donc un assemblage qui pourra bouger un petit peu, c'est ce qui se passe dans les constructions modernes actuellement, c'est plus solide qu'un assemblage dur. Une première phase de l'expérimentation a consisté à couler un scellement en plomb en une ou plusieurs fois, à étudier les strates et à en tester la solidité. Les scellements sont donc démontés au fur et à mesure pour l'étude. Ce démontage fait partie intégrante de l'expérimentation, car dans tous les bâtiments antiques, le plomb était récupéré lors de l'abandon des monuments. La technique de récupération consiste à évider les cavités de scellement pour en extraire le plomb. Le fer, lui, est chauffé dans un foyer plus grand, qui est la copie d'un four de Pompéi, représenté sur une fresque de la maison des Vétis. Il avait servi précédemment à une expérimentation sur les monnaies. Ce n'est donc pas un four de forge. Les métaux utilisés dans l'Antiquité à Alexandrie peuvent provenir de différentes sources d'approvisionnement. Les lieux d'extraction des minerais sont connus en Égypte. Bon, pour ce qui est du plomb et du cuivre, ils sont attestés dans le Sinaï, évidemment. On sait aussi que une partie des métaux utilisés peuvent venir aussi du Soudan, de la Nubie. Et puis ils peuvent aussi provenir effectivement de Chypre ou du Laurion à côté d'Athènes. Pour ce qui est du fer, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas, en tout cas pour l'Égypte, au niveau de l'extraction, on n'a pas découvert de lieu pour l'instant d'extraction du fer et on n'a pas de lieu de réduction du fer. Comme dans toute expérimentation, les ratés sont aussi riches en informations que les tests réussis. Ici, l'agrafe en fer chaud flotte dans le fer liquide et sa mise en place ne peut réussir. La pose d'agrafe chaude doit se faire en 2 temps. Le plomb est déjà un métal qui a un point de fusion très bas, autour de 327 degrés. Donc, en fait, ce qui permet de pouvoir le travailler sans avoir une installation très compliquée. C'est un métal qui est très, très malléable, ce qui permet aussi de le travailler facilement à froid. Par contre, c'est un métal qui est peu résistant. Quant au fer, c'est un métal, sa qualité en fait dépend du pourcentage de carbone qu'il contient. Un fer qui a un pourcentage de carbone très élevé est un fer qui est effectivement très solide, très dur, mais très cassant. Quand on l'utilise pour l'architecture, et en particulier pour les histoires de scellement, c'est un fer qui doit être très peu chargé en carbone, de façon à ce qu'il reste solide, mais qu'il soit souple. Il sera intéressant effectivement de refaire des expérimentations avec des métaux différents au niveau de la qualité et
des pierres de nature différente, des calcaires différents, des granites ou d'autres pierres que l'on peut trouver en Égypte. Compte tenu des objectifs fixés pour cette expérimentation, on a réussi à valider donc des hypothèses de travail par l'expérimentation en ce qui concerne certaines traces, donc les traces de coulées successives par exemple, ou alors les traces de rubéfaction sur certains ponts, mais aussi poser les prémices d'une typologie des déchets de plomb. Les déchets n'ont pas la même forme suivant l'action qui les ont produits. La réalité des monuments restitués, à partir des fragments immergés, nous permet de dépasser le mythe du phare d'Alexandrie. Parmi les monuments restitués, à partir des fragments immergés, il y a notamment une porte monumentale, à l'échelle du bâtiment qu'elle intégrait, c'est-à-dire le phare, ainsi que la statuaire qui décorait l'entrée du bâtiment. Sur ces monuments ont été observés un certain nombre de stigmates qui sont la preuve de l'événement qui a conduit à leur démantèlement. Notamment, les blocs ont été brisés en de nombreux endroits et les cavités qui servaient à lier les blocs architecturaux ont été arrachées. Si des tremblements de terre successifs ont fini par faire écrouler la plus grande partie du monument, il a tout de même brillé et guidé les marins pendant des siècles et impressionné les voyageurs jusqu'au Moyen Âge. En 1477, le sultan mamelouk Qaitbay ordonne de construire une forteresse sur son emplacement.